J'invite maintenant El Mahdi Afiani, qui va nous parler du rôle de l'anesthésiste. Patrick, tu peux nous le présenter? Mehdi est donc anesthésiste au sein de l'ASFAR et donc était impliqué dans, il va nous en parler, mais dans le groupe développement durable de l'ASFAR, et il vient de prendre, actualiser son la présidence de ce groupe. Monsieur, merci beaucoup. La parole. Merci beaucoup, Patrick, pour la présentation. Alors, je suis Mehdi Afiani, je suis anesthésiste réanimateur à l'hôpital Tenon à Paris. Monsieur, vous pouvez lancer votre diaporama si vous voulez. Oui. Est-ce que vous l'avez? Parfait. Okay. C'était pas prévu dans le programme, mais à la dernière minute, j'ai invité le docteur Laure Bonnet, qui est aussi anesthésiste réanimateur au centre hospitalier Princesse Grace à la Principauté de Monaco, tout simplement parce que j'ai vu sa présentation d'hier à notre formation de diplôme universitaire et de laquelle je voulais beaucoup m'inspirer, mais il y a que elle qui peut parler mieux de sa partie. Donc tout d'abord, Patrick, merci d'avoir fixé cette réunion et d'avoir fixé le périmètre de ce que tu as appelé le bilan carbone en salle opératoire. Et je me suis permis de ressortir cette diapositive, puisque avant tout bilan carbone, quel que soit le produit ou la prestation qu'on fait, il faut tracer un périmètre. Et vous voyez un petit peu le grand carré qui est le périmètre hospitalier avec tout ce qui est afférent à ce périmètre-là et qui implique les transports en commun ou les transports particuliers des usagers et des soignants, les transports des patients, le flux des patients en fonction des différents circuits, que ce soit des unités d'ambulatoire ou bien les services de chirurgie. Je fais une petite pause où j'invite Laure aussi à activer sa caméra parce que je vais lui passer la parole pour certaines diapositives. C'est fait. Et donc, merci. Et je retrace le périmètre opérationnel que Patrick nous a configuré aujourd'hui, qui est le bloc opératoire, qui lui est composé de structures techniques avec les locaux techniques, la stérilisation, les salles opératoires, les réserves, les salles de surveillance post-interventionnelle. Et donc, le bloc opératoire à lui seul représente un gros paquebot au sein de la flotte qui est le secteur hospitalier. Alors, si on fait un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre au bloc opératoire, nous, on connaît très bien cette étude du Lancet Planet Health qui est de 2017, qui a comparé les émissions de gaz à effet de serre au sein de 3 hôpitaux. J'insiste bien, ce n'est pas le système de santé canadien, américain ou britannique, c'est au sein de 3 hôpitaux, un canadien, un américain, un britannique. Et puis, dans mon hôpital, j'ai profité de la même méthodologie pour sortir certains chiffres. Donc, le premier hôpital, c'est celui de Vancouver au Canada, où les émissions annuelles de ce bloc opératoire s'élèvent à 3 millions de kilogrammes d'équivalent CO2, qui, rapporté à l'unité de surface, représente 1950 équivalents CO2 par mètre carré, et rapporté par cas ou par patient traité, ça représente à peu près 146 kg d'équivalent CO2 par patient traité. Les Américains font beaucoup mieux, comme tout le monde. Ils sont plutôt à 4 millions, avec un rapport par unité de surface qui est à 2200 et un rapport par patient qui est à 232. Et les Britanniques, eux, sont certainement plus gros puisque leurs émissions globales sont à 5 millions, mais rapportées à l'unité de surface et par patient sont au plus faible. Et quand on regarde le camembert qui est en dessous, pour savoir ces émissions sont inhérentes à quel type d'émissions, on voit que le déchet qui est en général la porte d'entrée de tous les soignants dans la thématique de développement durable, représente finalement entre 12 et 20% des émissions de gaz à effet de serre
liées à l'activité du bloc opératoire. Par contre, les deux autres postes d'émission qui s'emparent des plus grosses parts, c'est l'énergie, en fonction du secteur hospitalier ou en fonction des pays, et surtout pour l'Amérique du Nord, à savoir les Canadiens et les Américains, les gaz anesthésiques, qui représentent entre 50 et 60% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité chirurgicale. Petite précision sur le système britannique, et on va y revenir tout à l'heure parce que Laure va le préciser. Il y a deux types de gaz anesthésiques qu'on utilise dans nos pays développés. Il y en a un qui pollue beaucoup et un qui pollue un peu moins ou beaucoup moins. Et donc, les Britanniques ont fait le choix de ne pas utiliser celui qui pollue beaucoup grâce à un travail de sensibilisation du personnel d'anesthésie. Et donc, l'énergie représente 84% de leurs émissions pour deux raisons. La première, c'est que leur énergie est basée sur le charbon, qui est un très fort émetteur de gaz à effet de serre. Deuxièmement, parce que leur système de santé n'est pas très en forme en ce moment et du coup, ils n'ont pas les moyens d'isoler correctement leur structure de soins, ce qui fait que l'énergie dépensée en chauffage, ventilation et refroidissement représente 84% des émissions liées à cette activité. Et donc, si on revient à un petit hôpital de la rive droite de Paris, où on avait déjà entamé certaines mesures en termes de développement durable, on voit que les gaz anesthésiques représentés, j'utilise bien le terme, représentaient 44% des émissions, l'énergie 27%, et les déchets liés aux soins, 29% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité du bloc opératoire. Quelques exemples pour situer le tonnage et qu'on puisse avoir une représentation textuelle de ce que représente une tonne de CO2. En gros, ça fait 2800 € de petites fournitures, 5 allers-retours Paris-Nice en avion, etc. Donc ça, c'est juste pour contextualiser ces chiffres qu'on a donnés et qu'on va donner par la suite. Et c'est là où le travail était un petit peu difficile, parce que quel est le rôle de l'anesthésiste? Si on reprend la conception écologique des soins au bloc opératoire, cet article de Kagoma, qui va bientôt avoir 10 ans, représentait cette conception écologique de manière globale et pluridisciplinaire, avec de ce côté-là, certes, le rôle de l'anesthésiste. Il y a le chirurgien qui a aussi un rôle dans cette conception écologique, le personnel paramédical avec l'infirmière du bloc opératoire qui instrumente, qui circule, et tout ce qu'il y a autour. Nos amis pharmaciens et hygiénistes vont intervenir tout à l'heure pour dérouler chacun son rôle. Donc, Marie avait déjà défloré le sujet, puisque pour une conception écologique des soins, c'est basé sur le principe des 5 R, la réduction, la réutilisation, le recyclage, la réflexion ou repenser le soin en profondeur et la recherche. C'est ce que tout le monde a évoqué depuis tout à l'heure, notamment sur l'usage des dispositifs médicaux. Et donc, cette réduction qui représente le plus gros de ce qu'il faut faire dans la conception écologique et dans le développement durable aux soins opératoires, c'est un tri correct des déchets, un recours le plus possible aux dispositifs réutilisables, une bonne gestion des effluents liquides, une bonne gestion de l'énergie, des équipements et un emballage, vous en parliez juste avant, notamment pour la chirurgie robotique et non robotique, qui pourraient être repensés et réfléchis en remettant en question les dogmes, la réutilisation de certains dispositifs et surtout le modèle de just-in-time pour éviter ce qu'on a appelé tout à l'heure l'overage ou le gaspillage. Alors, pour revenir à l'anesthésie, nous, on fait deux types d'anesthésie générale. Soit une anesthésie générale par voie intraveineuse totale, soit une anesthésie générale induite par voie intraveineuse et entretenue par des gaz anesthésiques. Et cette deuxième représente la majorité des anesthésies qu'on fait en France. Je passe la parole à Laure, qui va nous parler de la quantification de l'impact environnemental des gaz à effet de serre liés aux gaz anesthésiques. Oui, merci Mehdi.
Donc, en effet, lorsqu'on veut évaluer l'empreinte carbone d'un gaz, en fait, on va toujours le comparer au CO2. Et pour ça, on utilise des référentiels, des unités qui sont internationales, dont la plus fréquemment utilisée est ce qu'on appelle le PRG, donc potentiel de réchauffement global. C'est-à-dire qu'on va comparer le potentiel de réchauffement du CO2 qui est de base fixé à 1, et on va comparer le gaz qu'on souhaite évaluer à ce CO2. Donc, on va ensuite le rapporter à une unité de temps qui, la plupart du temps, donc c'est 20 ans, 100 ans ou 500 ans. La plus fréquemment utilisée, c'est rapporté à 100 ans. Donc, on parle de PRG 100 ou en anglais GWP 100. Donc, pour vous donner pour un exemple, pour situer les choses, donc les gaz qu'on utilise au bloc opératoire en anesthésie, il y a des gaz halogénés qui sont le desflurane et le sévoflurane. Et puis, un troisième gaz qui n'est pas un gaz halogéné, mais qui était aussi fréquemment utilisé, qui est le protoxyde d'azote. Donc, le PRG du desflurane est très, très élevé puisqu'il se situe à 2540. Pardon. Pour le protoxyde d'azote, on est à 298 et pour le sévoflurane, on se situe à 130. Donc, le sévoflurane reste le gaz le moins polluant. Une autre façon de situer ça et d'évaluer l'impact environnemental de ces gaz, c'est d'étudier la durée de vie dans l'atmosphère. Donc là, c'est le diagramme de gauche. Et en fait, on constate que le protoxyde d'azote a une durée de vie dans l'atmosphère qui est énorme, puisqu'il est à 114 années. Le desflurane se situe autour de 14 ans et le sévoflurane, quant à lui, se situe autour de 1 an. Donc vraiment, le protoxyde d'azote, c'est vraiment très, très polluant. Qui plus est, en plus, au-delà du pouvoir de réchauffement du protoxyde d'azote, il y a un autre problème, c'est que c'est un destructeur de la couche d'ozone. On peut aussi évaluer ça en évaluant, en estimant la quantité de CO2 dégagée par les flacons de gaz. Donc, on estime que le desflurane, donc un flacon de 240 millilitres, va émettre 886 kg d'équivalent CO2, alors qu'un flacon de sévoflurane, lui, émettra 44 kg d'équivalent CO2. Alors, pour le protoxyde d'azote, on peut aussi s'intéresser à ça parce que c'est vraiment l'impact environnemental est vraiment monumental. On estime que le coût carbone mondial du protoxyde d'azote, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Et donc ça, c'est tout protoxyde d'azote confondu. Et si on s'intéresse aux émissions des systèmes de santé en Europe, le protoxyde d'azote représente 1%, donc le protoxyde d'azote d'origine médicale représente 1% de ces émissions globales au niveau des systèmes de santé d'Europe. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est de dire qu'en fait, lorsqu'on va utiliser le gaz le moins polluant, le sévoflurane, si on lui ajoute du protoxyde d'azote, alors on augmente de 900% le coût carbone de notre anesthésie. Alors, dès 2011, en fait, on s'est intéressé à l'utilité de ce protoxyde d'azote parce qu'à l'époque, on n'avait pas ces préoccupations environnementales, pas tellement finalement, mais déjà à l'époque, on se posait la question de l'utilité tout simplement du protoxyde d'azote. Et on a commencé à émettre l'hypothèse de le supprimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, longtemps, on a pensé que l'utilisation du protoxyde d'azote permettait de réduire les consommations des oses hypnotiques ou des opiacés. Et finalement, en fait, ce n'était pas tellement vrai. Et puis, un autre effet vraiment important du protoxyde d'azote, c'est qu'il multiplie par 2 l'incidence des nausées et vomissements post-opératoires, avec tout l'impact que ça représente en termes de durée de séjour en salle de réveil et parfois même d'impossibilité de l'aptitude à la rue avec des patients qui restent hospitalisés. Donc là, c'est le travail de Mehdi. Vas-y, Mehdi. Alors nous, on a fait le choix de tordre le cou à ces gaz anesthésiques les plus polluants en remettant en question nos dogmes. Donc on a non seulement depuis quelques années été sensibilisé à ces questions de développement durable et de gaz, et on a arrêté d'utiliser le protoxyde d'azote. On était tout fiers, on voulait évaluer un peu notre consommation avant-après, et il s'est avéré que c'était exactement la même, avec 0 utilisation auprès du malade de ce protoxyde d'azote qui est un gaz très diffusible. Et en creusant un petit peu, en fait, ce n'est pas le prestataire qui nous facturait gratuitement, c'est que le protoxyde d'azote était stocké ici, c'est-à-dire en plein milieu de l'hôpital, sur la zone de production, et était distribué à travers ces tuyaux-là tout au long des voies de l'hôpital vers les 2 différents secteurs de bloc opératoire. Et en fait, les 10 000 litres d'utilisation annuelle étaient uniquement inhérentes aux fuites.
Et donc, il ne faut pas seulement arrêter de l'utiliser, en fait, il faut déposer la zone de production, les cadres, et fermer le circuit. Le deuxième élément, c'est la remise en question de l'utilisation du desflurane. Alors, Laure va en parler à ma place, mais là, clairement, tu peux y aller, Laure. Alors, cette étude, c'est une étude relativement récente, hein, donc de octobre 2020, Anesthesia Analgesia, et en fait, c'est réalisé aux États-Unis. Ils ont comparé ce qui s'appelle le coût social du carbone. Alors, le coût social du carbone, c'est un index politique d'évaluation des politiques d'émissions de CO2 sur le changement climatique. Donc, c'est vraiment très utilisé par les gouvernements, par les associations gouvernementales pour évaluer l'impact de leur politique en matière de changement climatique. Et donc là, ils ont utilisé cet indice pour évaluer l'impact environnemental de ces différents gaz. Donc, pour ce qui est des gaz qu'on utilise le plus en France, enfin quasiment exclusivement, donc c'est sévoflurane et desflurane, ils les ont comparés à des débits différents et à des concentrations différentes. Et donc, vous voyez, l'impact du desflurane est vraiment nettement supérieur à celui du sévoflurane. Et donc, les auteurs encourageaient et vraiment insister en disant que c'est très rare d'avoir juste en changeant simplement ces pratiques quotidiennes sans impacter la qualité du résultat. C'est exceptionnel d'avoir à la fois un impact économique et écologique et que justement le fait de se séparer du desflurane, ça coordonne ces deux aspects économiques et écologiques et c'est suffisamment rare pour être souligné. Ils étudiaient également la possibilité de le faire, enfin comment le faire. Il y avait deux options, soit carrément on est un petit peu brutal et on décide de carrément les supprimer dans les blocs opératoires et voilà, mais ce n'était pas forcément une solution très populaire parce que les utilisateurs peuvent avoir l'impression qu'on leur impose ça sur juste des prétextes économiques. Et en fait, il fallait vraiment plutôt insister sur l'éducation des personnels et des consommateurs pour arriver au même résultat. Alors, en fait, souvent, on va se poser la question et on va se dire, bah, finalement, je ne comprends pas très bien parce que moi, dans mon bloc opératoire, j'ai ce qu'on appelle la prise Sega et je pensais que ça suffisait à dépolluer et que c'était très bien. Alors oui, la prise Sega, c'est très bien parce que ça va dépolluer l'intérieur de votre bloc opératoire, c'est-à-dire que la prise va aspirer les gaz qui sont relargués et puis tout simplement, elle va les récupérer, les transporter dans le système d'évacuation de votre hôpital. Et puis, ce qui se passe au bout du compte, c'est qu'en fait, c'est relargué dans l'atmosphère. Et donc, les gaz, comme ils sont très peu métabolisés, quasiment pas du tout d'ailleurs par le patient, ça veut dire qu'ils vont être relargués à l'extérieur de votre hôpital directement dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, ce qui est entouré en rouge, là, on commence à voir apparaître des systèmes de recapture de ces gaz pour pouvoir les capter dans des filtres qui sont faits à partir de coco et ensuite les reconditionner en usine, les stériliser, les séparer, les reconditionner et les reproposer à l'utilisation ultérieurement. C'est le recyclage des gaz. Ces systèmes ne sont pas encore au point à ce jour et donc on est vraiment aux prémices de cette récupération et revalorisation de ces gaz anesthésiques. Alors, il y a un autre moyen de diminuer notre impact sur nos anesthésies en utilisant des gaz d'anesthésie, c'est l'utilisation de machines d'anesthésie, donc respirateurs qui ont l'option automatisée. C'est-à-dire que l'anesthésiste va demander à la machine une certaine quantité de gaz et la machine va par elle-même délivrer un débit et une quantité pour arriver à l'effet voulu. Et donc déjà, ces études-là, c'est assez ancien, c'est 2009. Et donc, on a bien montré à l'époque que si on passe de la version automatisée à la version manuelle, et ben, en fait, on augmente nos consommations énormément. Ou si on peut regarder les choses différemment, on se dit que justement, avec une administration automatisée, on va réduire nos consommations. Et il y a un autre effet supplémentaire et non négligeable, et c'est peut-être aussi une façon de convaincre les gens, c'est qu'en fait, ça réduit la charge de travail, puisque la machine va faire tout un tas de procédures que nous, on aurait à faire et qu'on ne fera jamais de toute façon aussi bien que la machine. Alors, une autre façon de voir les choses, là, c'est une simulation, hein, c'est un logiciel de simulation qui avait évalué ce qu'on appelle le débit de gaz frais. Donc, le débit de gaz frais, c'est le débit des gaz vecteurs. Donc, c'est souvent de l'oxygène et autrefois, du coup, le protoxyde d'azote en association. Maintenant, c'est oxygène-air majoritairement.
ce gaz vecteur va transporter le gaz halogéné à travers la machine jusqu'au patient. Si on utilise des débits de ces gaz vecteurs différents, en fait, directement, on a un impact sur notre consommation de gaz et également sur, du coup, le relargage dans l'environnement. Donc, plus le débit de gaz frais va être bas, et mieux c'est. Et donc, cette étude qu'on avait menée localement pour une réduction de débit de gaz frais, sachant que 1,18, on est déjà un peu bas, mais on peut descendre encore plus bas avec une réduction de 57% de ces débits de gaz. C'est le renouvellement des gaz entre le patient et la machine qui permet de réduire de 41% la consommation en sévoflurane sur ces gaz. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir tordu le cou à ce gaz le plus polluant qu'on appelle le desflurane a déposé la cuve de protoxyde d'azote nous a permis de réduire de 97% les émissions de gaz à effet de serre liées au gaz anesthésique. Donc, c'est énorme, c'est-à-dire qu'on n'a plus que 3% des émissions initiales de gaz à effet de serre liées aux vapeurs anesthésiques. Et on va se dire, dans ce cas-là, les amis anesthésistes, pourquoi vous ne faites pas de l'anesthésie intraveineuse totale? Et on clôt le débat. Laure va nous en parler, sauf si tu veux que j'y aille, Laure, de l'analyse de cycle de vie du desflurane, du sévoflurane, c'est les deux gaz dont on vous parle depuis tout à l'heure, et le propofol. Donc, en émission de gaz à effet de serre, certes, le propofol, ça représente une infime proportion par rapport aux deux autres gaz anesthésiques qui sont très pourvoyeurs d'émissions de gaz à effet de serre. Mais par contre, ça a d'autres effets, puisque tous les médicaments, je dis bien tous les médicaments, sont largués soit autant que déchets dans l'atmosphère, soit non métabolisés ou peu métabolisés par le patient qui va les uriner, et on va se retrouver avec ces mêmes médicaments dans l'atmosphère. Et je laisse Laure présenter ces deux études qu'elle nous a présentées hier, qui sont fort intéressantes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le propofol, ça va peut-être avoir moins d'effets en termes d'émissions de gaz à effet de serre si on regarde la molécule. Encore que ces études-là, elles ont été faites, l'étude précédente, sur la molécule active du propofol et pas sur tout le cycle de vie du propofol. Donc, c'est encore ça à prendre avec des bémols. Mais il y a, en Suède, les Suédois ont créé un index qui s'appelle l'index PBT pour persistance, bioaccumulation et toxicité, qui a le mérite, même s'il n'est pas complet, d'évaluer l'impact environnemental de certains médicaments qui sont les plus utilisés donc en Suède. On ne l'utilise pas énormément en France parce qu'il n'est pas complet par rapport à tous les médicaments qu'on utilise, mais en tout cas, le propofol est référencé. Et le propofol a donc un index qu'on appelle PBT de 6 sur 9. Donc, c'est quand même non négligeable. Ça veut dire qu'en fait, il y a une persistance du propofol quand il est relargué dans les milieux aquatiques. Donc, une persistance du propofol et une toxicité à 3, qui sont le maximum des items, avec 0 bioaccumulation. Néanmoins, on peut nuancer ça parce que c'est l'étude qui est en dessous. Donc, c'est une étude qui a été réalisée en France sur 3 hôpitaux français, dont 2 en région parisienne, ces hôpitaux militaires, et un 3e hôpital un petit peu plus loin. Ils ont mesuré les effluents de certains médicaments dans les eaux usées de ces 3 hôpitaux. Et donc, pour les médicaments qui nous intéressent le plus au bloc opératoire qui était référencé dans cette étude, c'est donc le propofol et le kétoprophène qui est très largement utilisé. Et donc, vous voyez, quand on faisait des échantillonnages dans les eaux usées, on retrouvait dans les eaux usées de ces 3 hôpitaux du propofol et du kétoprophène. Sauf qu'en fait, ils ont aussi évalué ça au niveau des stations d'épuration, dans les influents et les effluents des stations d'épuration. Et en fait, on trouvait 0 propofol dans les 3 stations d'épuration, alors qu'elles drainaient les effluents des hôpitaux, et on trouvait en revanche du kétoprophène dans les 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la station d'épuration numéro 1, il y avait les effluents d'aucun hôpital, en fait. Donc, dans la station d'épuration 1 qui ne drainait les effluents d'aucun hôpital, on trouvait 0 propofol, mais on trouvait quand même du kétoprophène. Donc ça veut dire qu'en fait, le kétoprophène, il vient de la population générale. C'est un médicament qui est largement utilisé couramment dans la population générale. Et donc, en fait, il ne provient pas des milieux hospitaliers. Donc, ça sous-entend, ça laisse entendre que finalement, les effluents des hôpitaux ne sont pas si polluants que ça, au niveau aquatique en tout cas.
Alors, on passe rapidement à la thématique déchets. On ne va pas rentrer dans les détails des déchets à risque infectieux et des déchets ménagers ou assimilés ou des déchets ménagers résiduels. Tout ce qu'on a à dire, c'est que le traitement de ces déchets, il y a une énorme différence en termes de coûts économiques et aussi en termes de coûts écologiques, puisque une tonne de déchets à risque infectieux coûte 965 kg d'équivalent CO2 versus 363 pour les déchets ménagers résiduels, alors que le recyclage ou la revalorisation de certains déchets coûte en CO2, mais permet de faire des économies en termes de tonnage de production. Sachant que, je rappelle les recommandations de l'OMS qui préconisent une production de déchets à risque infectieux qui n'excède pas 15%. Alors, le tri des déchets est une autre action qui peut être menée aussi bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du côté chirurgical que du côté anesthésique. C'est une expérience qui a été menée à Gustave Roussy où ils ont pris une poubelle jaune à risque infectieux du côté anesthésique, ils l'ont déballée pour voir quelle serait exactement la pertinence de mettre des déchets dans les risques infectieux. Et on voit que ce tri a permis de réduire de plus de 70% le poids de cette poubelle. Et quand on insiste sur une politique de tri au sein d'un hôpital ou d'un centre hospitalier, donc là, c'est au sein de mon groupe hospitalier où on a démarré une politique de sensibilisation à partir de 2016, et on voit que l'année suivante, on a une chute des déchets à risque infectieux, tout simplement grâce à une sensibilisation au tri des déchets des différents soignants, aussi bien médico-chirurgicaux que paramédicaux. Le recyclage, je passe rapidement, peut faire partie des actions à mener pour diminuer l'impact environnemental de l'activité du bloc opératoire, sachant qu'on a de l'or dans nos poubelles avec du cuivre sur les fils des bistouris électriques à usage unique, les lames de laryngoscope qui sont faites à base de métal revalorisable, toutes les pinces à usage unique. Le verre, pour le moment, nous n'avons pas de filière, mais il y a des pistes qui sont en cours. Il y a toutes les pinces d'autosuture qui sont faites d'inox, sans parler de celles qui sont automatisées avec des piles qu'on utilise une seule fois qui peuvent être valorisées, de l'aluminium dans les emballages de fils chirurgicaux, sans parler de tout l'aluminium des bouteilles des différents gaz qui peuvent être valorisés. On va en parler tranquillement, notamment pour les plastiques. Et il y a certains plastiques qui constituent nos dispositifs médicaux qui sont nobles et qui peuvent rapporter gros. Puisqu'on n'a pas le temps, je suis désolé, je vais passer rapidement. Là, le déchet le plus facile à éliminer, c'est celui qu'on ne produit pas. Et tout à l'heure, vous aviez évoqué la rentabilité de l'usage unique versus le réutilisable. Et ça, c'est une étude très intéressante qui a été faite par McCain, qui est un anesthésiste australien, qui a comparé différents scénarios de dispositifs médicaux à usage unique versus réutilisable en essayant de calculer les émissions de gaz à effet de serre avec le réutilisable versus l'usage unique. Et donc, le premier scénario qui est réutilisable versus tout usage unique dans leur structure australienne montre qu'on ne gagne pas grand-chose en émissions de gaz à effet de serre. Tout ça parce que le recyclage ou le traitement des dispositifs médicaux réutilisables utilise beaucoup d'énergie. Et lorsque cette énergie est à base de charbon, comme c'est le cas dans ces pays-là, on ne gagne pas beaucoup en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Quand on compare ça à un système européen où l'énergie est à base d'énergie renouvelable ou d'énergie nucléaire, on voit qu'on divise par 6 les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'utilisation de dispositifs médicaux d'anesthésie réutilisables versus usage unique. Il y a une très belle expérience menée par Laure, je vais la laisser en parler, qui est des lames de laryngoscope réutilisables pour remplacer l'usage unique. Oui, on en parlait précédemment, donc ces lames de laryngoscope qu'on utilise juste quelques minutes et qui ont la plupart du temps été fabriquées au Pakistan, donc en Asie du Sud-Est, qui sont transportées et qui finalement vont finir à la poubelle très vite.
Donc, en fait, la réglementation autorise, finalement, on le sait très peu, mais on a le droit d'utiliser des lames de laryngoscope réutilisables. Et donc, c'est l'expérience que j'ai menée dans mon hôpital. Et donc, les avantages, c'est qu'en fait, en termes de qualité d'utilisation pour l'intubation, elles sont identiques. La qualité est identique, voire parfois supérieure. On a un avantage écologique puisque ces lames sont réutilisables, garanties par le fabricant 1250 fois la stérilisation ou 10 ans. Donc, une lame à elle seule va éviter l'utilisation de 1250 lames jetables minimum. C'est avantageux économiquement parce qu'en fait, comme elles sont garanties très longtemps, finalement, sachant qu'une lame jetable, ça coûte 2,20 €, au final, on a très vite rentabilisé notre investissement. Elles sont recyclables en fin de vie, elles sont fabriquées en Allemagne. Et tout ça, ça finira par faire de la diminution de votre tonnage de déchets au niveau de votre hôpital. Sachant qu'une lame jetable, ça pèse environ 55 grammes. Nous, on en utilise environ 5000 par an au CHPG. On peut déjà espérer une réduction de nos déchets de 275 kilos, ce qui est non négligeable. Et puis, bon, après, l'inconvénient, c'est qu'il faut remettre en place une procédure de traçabilité, mais c'est tout à fait faisable. Et puis, il y a un investissement initial, mais qui est très vite, comme je vous le disais, très vite rentabilisé à l'usage. Alors, on a parlé de l'overage, de l'excédent de matériel préparé non utilisé, une évaluation locale à l'hôpital Tenon où on a 27 000 € par an de matériel d'anesthésie préparé non utilisé, qui est essentiellement du dispositif médical, un peu moins la pharmacie. Et cet excédent de matériel préparé non utilisé prédomine pour les chirurgies mineures. On s'est rendu compte qu'on préparait une salle d'opération de la même manière pour une chirurgie mineure que pour une chirurgie majeure, et ce qui occasionne beaucoup de pertes avec de l'excédent de matériel préparé non utilisé. Et c'est là où Laure va nous suggérer. Donc, on parlait tout à l'heure de cette façon de voir les choses qui s'appelle just in time. En fait, ça, c'est un procédé qui est issu de l'industrie où finalement, ils travaillent à flux tendu pour répondre au plus près aux besoins de la clientèle. Et on pourrait imaginer transposer ça à nos activités au bloc opératoire. Par exemple, en distribuant les instruments au fur et à mesure des besoins, bien sûr, en dehors de toute situation d'urgence. Et donc ça nécessite une nouvelle façon de faire, une éducation des personnels, mais ça permet, les expériences montrent qu'on peut diminuer le gaspillage de 45% en moyenne par intervention. Et puis nous, en anesthésie aussi, on a tendance à préparer beaucoup trop de médicaments qui finalement ne seront pas utilisés. C'est un exemple criant pour le propofol, pour toujours revenir à lui. Environ 50% du propofol préparé n'est finalement pas injecté. Et puis, c'est là qu'aussi entre en compte, en ligne de compte, les seringues pré-remplies, en particulier pour nos médicaments d'urgence. Voilà, c'est vraiment très économique et très écologique. Marie a introduit le sujet tout à l'heure à propos des salles d'opération inoccupées jusqu'à 40% du temps. Donc, 60% des économies, ça c'est une expérience qu'on a menée chez nous. On a installé un dispositif qui coupe ou qui réduit la ventilation, coupe l'éclairage de manière automatique à partir de 18 h, sauf pour la salle d'urgence, ce qui nous a permis de faire un gain de plus de 48% en termes de consommation d'énergie par salle d'opération. On en a 13 et donc on l'a installé sur toutes les salles, ce qui représente un gain financier et écologique non négligeable. Pour finir, deux conclusions. Le bilan carbone, est-ce que c'est le bon outil? Vous parliez de chirurgie robotique. Nous, on est en plein Covid actuellement, où on a tous ces dispositifs avec toutes ces mesures et tout ce monitorage du patient. Pour l'écologie, on en est là. C'est-à-dire qu'on a besoin de tous ces monitorages et on a juste un thermomètre qui est le bilan carbone, sachant qu'il y a d'autres paramètres sur lesquels on peut faire des évaluations de l'impact environnemental. On a certes les gaz à effet de serre avec le bilan carbone, mais il y a aussi les particules fines, il y a aussi le risque de déforestation, de pollution d'eau, où chacun va entraîner des maladies respiratoires, de la déforestation, des maladies infectieuses liées à la pollution de l'eau, des migrations. Et donc, c'est ces éléments-là d'évaluation d'impact environnemental et l'avenir du développement durable en structure de santé. Et enfin, le rôle de l'anesthésiste, c'est une action conjointe entre le personnel médico-chirurgical, le personnel paramédical, et ça inclut des bundles of care. Comme ça, on a une vision et une action globale sur l'ensemble du circuit et des actions au sein du bloc opératoire. Désolé pour le retard, je vous remercie. Merci le duo Laure
Laure et Mehdi. Est-ce que je peux vous poser, avant de donner la parole à l'auditoire, une question très béotienne à propos du protoxyde d'azote? Vous avez dit que le protoxyde d'azote est très toxique, mais finalement on en consomme très peu. Où est utilisé le reste du protoxyde d'azote et où est-il toxique? Alors, le protoxyde d'azote, non seulement il détruit la couche d'ozone, mais en plus, il a un pouvoir de réchauffement global qui est très, très important. Et donc, nous, on s'est rendu compte que c'était des fuites. Comme c'est un gaz très diffusible, d'ailleurs, quand j'ai commencé mon internat, que je l'avais mis sur des célioscopies, on m'a dit surtout pas, parce que tout simplement, ça diffuse là où il y a du vide. Et donc, comme c'est dans les tuyaux, ça diffuse et c'est relargué par l'atmosphère avant même d'arriver au niveau de la bouche du bloc opératoire. Donc, c'est beaucoup de fuites et ça n'a pas été réfléchi initialement avant d'installer ces systèmes qui font des kilomètres et des kilomètres de tuyauterie. Deuxième chose, nous, en anesthésie, aussi bien adulte que pédiatrique, c'est sûr, on peut s'en passer. Il reste quelques niches d'utilisation qu'il faudrait réglementer, réguler, notamment pour la prise en charge de la douleur aiguë sur certaines pathologies. Mais je pense que l'avenir fera qu'il y aura des recommandations qui existent déjà pour l'usage du Calinox qui seront généralisées pour éviter qu'il y ait un impact environnemental de ce produit. Y a-t-il d'autres questions? Patrick, tu n'as rien à ajouter? Nous passons la parole. Non, je remercie pour la qualité. Et on voit quel champ on ouvre. C'est plein de choses à faire. Il y a essentiellement un problème d'information et d'éducation, c'est sûr. Question sur, Oui. sur Zoom. Oui, où? Il y a une question sur Zoom. Oui. Ah, Didier Mutter. Didier Mutter, c'est bien toi. Avez-vous réalisé une étude réelle en microcosting de la restérilisation avec prise en compte du temps des infirmières, avec prise en compte de l'emballage, du produit de lavage et de stérilisation? Je pense que la question s'adresse alors pour les lames de laryngoscope. Ouais, je pense que c'est pour moi ça, oui. Alors, les études complètes, elles ont déjà été faites, hein, puisque c'est l'étude qu'on a présentée, entre autres, l'étude australienne. Hein, donc, ça a déjà été fait, puisque c'était non seulement une étude écologique, mais économique également, où en passant au réutilisable, ils avaient économisé 50% de leur coût. Donc ça a déjà été fait, donc on ne le refait pas. Mais si vous voulez simplement, une lame de laryngoscope, en fait, quel est le traitement finalement? Elle va être mise à tremper. Donc déjà, il faut elle va être utilisée, elle va être mise à tremper, puis elle va être transportée avec le reste des instruments chirurgicaux. Arrivée à la stérilisation, en fait, on va jamais faire tourner un autoclave juste pour quelques lames de laryngoscope. Ça va toujours compléter un autoclave. Et d'ailleurs, c'est tout à fait recommandé de ne pas faire tourner les autoclaves à demi-charge où il faut vraiment les remplir. Ça, c'est encore, on pourrait en discuter longtemps, mais au final, après, elles vont être mises dans un simple emballage. On n'a pas besoin de double emballage puisque les lames, elles n'ont pas besoin d'être stériles puisqu'elles vont arriver dans la bouche qui est loin d'être stérile. Et ensuite, elles vont revenir avec le reste des instruments chirurgicaux. Donc, les personnels infirmiers ou les personnels de stérilisation, de toute façon, vous les avez déjà. Tout ça, c'est valable, bien évidemment, si vous avez une stérilisation dans votre hôpital. Si vous avez une stérilisation externalisée, il faut réfléchir. Ça dépend de l'éloignement de votre stérilisation externalisée, parce qu'il faudra rajouter les transports et tout ça. Mais en tout cas, si votre stérilisation est internalisée, les personnels, ils sont déjà là. Ça ne représente pas une énorme charge de travail supplémentaire. Et en revanche, vous êtes gagnant largement, à la fois sur le plan économique et sur le plan écologique. Merci Laure.